Clair-obscur. En plein midi, je flânais sur les bords du fleuve, flirtant avec les étals des bouquinistes. La proximité du fleuve, dernier élément naturel, avec les quelques arbres qui le bordaient, me rassurait. J'errais comme je l'aimais, et en avais pris l'habitude depuis mon inactivité, sans but, en pur contemplatif. J'adorais emmerder ce temps qui nous tyrannisait et ces horloges omniprésentes dans nos vies qui nous poussaient à vivre toujours plus vite en nous précipitant vers la fin inexorablement. Au suivant. Ici nous étions condamnés à tout vivre vite et rien profondément. Le soleil bombardait les quais déjà saturés d'une quantité de chaleur exhalée par les dizaines de milliers de pots d'échappement qui se déversaient ici chaque jour. Quand je commençais de trop suffoquer ou que mes oreilles ne pouvaient plus écouter rugir un moteur de plus, je me réfugiais dans une arrière-boutique afin de trouver la fraîcheur, l'ombre et le silence. Épisode de canicule au printemps ou en automne, normale saisonnière pulvérisée, incendie dantesque, inondations catastrophiques de rivières en furie, sorties de leur lit et emportant tout sur leur passage. Une amie imprévisible, raz-de-marée gigantesque, ouragan démentiel, fonte des glaciers, glissement de terrain à des échelles géographiques jamais vues, s'affichait sur les écrans de télé du monde globalisé. Force était de constater le changement climatique dans nos vies quotidiennes et sur nos territoires, hormis quelques imbéciles qui nient encore l'évidence des ravages de la période de l'Anthropocène sur la nature. Les catastrophes n'étaient plus réservées au reste du monde, aux pays de la zone intertropicale accablés par les éléments naturels. J'avais encore en mémoire les désastres hydrologiques au Bangladesh, ou les famines dues aux sécheresses au Sahel, que l'on regardait tranquillement installées devant son petit écran bien à l'abri. Maintenant, elles s'installaient chez nous insidieusement et durablement, nous qui en avions été épargnés un bon moment, protégés bien au calme dans l'œil du cyclone. Le réchauffement climatique provoquait une litanie de morts par toutes sortes de nouvelles plaies d'Égypte. De nouvelles hordes de migrants climatiques déboussolés et obligés de quitter dans la hâte leur territoire venaient s'ajouter aux nombreuses autres migrations provoquées par des guerres absurdes et par la détresse économique. Dans le futur se déclareraient de nouveaux conflits pour l'accès aux ressources en eau, un peu comme pour ceux qui avaient poussé les Occidentaux vers le pétrole. Des flots de migrants fuyant les guerres provoquées indirectement par le pôle occidental et par une natalité galopante, débarquaient déjà par tous les moyens possibles et allaient à court terme submerger notre vieux continent. Les calamités naturelles, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les disettes agricoles, les épidémies, les destructions par d'incessantes guerres de conquête provoquées par l'impérialisme, les politiques conduites par des autocrates avides de pouvoir et les génocides pesaient déjà sur le monde de tout temps. Tout cela n'y suffisant décidément pas pour atteindre le nirvana de l'autodestruction. L'homme, ce fléau universel, par sa cupidité, exploitait les ressources de la nature jusqu'à l'épuisement, remplaçait chaque arbre par du béton et transformait chaque goutte de pétrole arrachée aux derniers espaces naturels protégés en produits de consommation. Enfin, créer une avalanche de malheurs surpassant en dévastation l'arme atomique déjà signée comme son chef-d'œuvre et qui avait failli nous valoir un feu d'artifice titanesque au début des années 60. Mais pour l'ensemble de son œuvre, sur 150 ans de révolution industrielle et technologique, il recevra assurément l'Oscar d'honneur dans la catégorie Armageddon. L'Apocalypse de Saint Jean étant un petit scénario à côté de celui qui était en train d'écrire l'unique espèce capable d'envoyer 4 milliards et demi d'années d'histoire de la Terre aux oubliettes. Chapeau bas à Mitterrand. Les quelques soirées passées chez les amis d'Ariane me revenaient constamment à l'esprit. J'aimais bien ces amis et ils m'avaient bien accepté malgré mon côté provocateur. C'est vrai que je vomissais toute forme de pouvoir et j'avais toujours été d'accord avec Louise Michel pour constater que le pouvoir est maudit. La plupart des gens que je rencontrais ou que je croisais n'étaient pas indifférents à mon charme naturel. Par une sorte de séduction innée et inexplicable qui émanait de mon être, d'aucuns parlaient de charisme, j'arrivais en premier contact à susciter une sympathie et une mise en confiance. Quand je pénétrais dans un lieu public ou dans une pièce, je sentais immédiatement les regards se tourner vers moi. Ce mystère m'avait toujours troublé, car je n'étais pas spécialement beau, mais j'avais ce supplément d'âme et une profondeur dans le regard. Si je m'en étais servi à des fins politiques, j'aurais fait un carton électoral,
Jusqu'à présent, je n'avais pas saisi la force de ce pouvoir de séduction, mais je n'allais pas tarder à comprendre l'intérêt primordial de cet atout dans notre société de l'image et de l'apparence. Chez un bouquiniste où je m'arrêtais pour feuilleter une vieille édition d'un livre sur l'art moderne, mon œil fut attiré par un titre attrayant. C'est fascinant un bon titre. Il doit résumer le tout et donner immédiatement l'envie d'ouvrir un livre. Un bon livre me suffisait. Je ne lisais jamais les quatrièmes de couverture et encore moins les préfaces que je trouvais inutiles et contre-productives. Nul besoin d'apologue souvent choisi pour sa notoriété et son effet commercial sur l'achat du livre. Idem quand j'allais au cinéma, j'arrivais toujours à l'heure du film et non de la séance pour éviter la publicité, évidemment, et les bandes annonces qui imitaient une œuvre à grands coups de montage rapide dévastateur pour les yeux, comme un sabotage artistique de celle-ci avant sa découverte. Toute œuvre est à découvrir comme une pépite au détour d'une flânerie de l'esprit, et non comme un besoin créé par un matraquage publicitaire ou une jaquette annonçant un best-seller avec préface de un tel de l'académie machin chouette. J'admirais les créations sous toutes ses formes. Avec ma personnalité et mon rapport à la liberté et à la hiérarchie, je pensais qu'être un créateur aurait été mon meilleur chemin de vie. Mais après quelques poèmes écrits et bien vite versés dans la poubelle, j'avais dû renoncer. La poésie était plongée dans l'abîme et partie pour sûrement ne jamais remonter sur son piédestal. Je m'étais aussi essayé à la musique. Malheureusement, je n'avais aucun talent. Le bureau, les collègues imposés, les 8 heures de boulot, ce n'était pas non plus pour moi. J'avais failli en crever de cette vie à contre-courant. Désormais, qu'aurais-je dû faire pour avancer? Certainement ne plus me laisser porter au gré du vent comme un papier gras jeté dans la rue. La plupart des femmes et des hommes n'ont pas de projet de vie précis et se laissent porter par elles. Ils fonctionnent comme des tubes digestifs et des machines à assouvir des envies consuméristes. Je me disais que je devais tenter de sortir de cette impasse existentielle. Je partais à la recherche de la divine étincelle qui mettrait en lumière l'obscurité de mon parcours, mais il fallait être constamment à l'affût, à sa recherche et prêt à sa découverte au détour de chaque instant de sa vie, afin de la changer à jamais. Il y a dans la Kabbale juive, notamment dans la Kabbale lourianique, ce que l'on nomme tikkun en hébreu et en français réparation. Après la brisure des vases, des étincelles de lumière divine se sont répandues dans le monde et restèrent prisonnières de leur gang. Elles sont à l'intérieur de nous, de tout objet, lieu ou espace sur la terre. Elles attendent leur libération par les bonnes actions de l'homme qui, par sa vie, participerait à cette grande œuvre rédemptrice universelle. Libérer la lumière, c'était un merveilleux moyen de sortir de l'ombre. Alors que je croisais des sans-abri installés sous la pile d'un pont, ils me ramenèrent à ma propre perdition. Comment une société qui se disait évoluée pouvait-elle tolérer qu'un homme, une femme et parfois des enfants dorment dehors? Je ne pouvais le comprendre. C'était le problème humanitaire prioritaire en ce pays. Pour y répondre, la classe politique appliquait des pansements sur une jambe de bois, comme d'habitude. Je continuais ma déambulation sur les quais. Je repérai une enseigne lumineuse qui m'entraîna dans l'antre ombré et fraîche d'une cave voûtée fleurant le bon vieux temps. Un bon endroit pour boire une bonne bière et déguster des yeux un petit ouvrage acheté à un bouquiniste intitulé La Société contre l'État. Durant les heures qui suivirent, j'oubliai le monde. Je rentrai chez mon frère vers 23 heures, un peu éméché. Il m'avait attendu toute la soirée pour dîner. Il était en rage contre moi. Une demi-heure plus tard, je débarquai, tout penaud, sur le paillasson d'Ariane, portant un sac en bandoulière.